Bonsoir. Bonsoir. Donc bonsoir Alexandre, merci de venir nous voir. De rien, Il fait un peu frais ici par rapport au sud de l'Italie. On va parler un peu de ton tour de Lampedusa en kayak et de tout ce que ça t'a entraîné derrière. D'abord, on va essayer de savoir un peu qui tu es. Donc tu es originaire de Levallois-Perret. Oui, je suis né à Levallois-Perret, oui, en région parisienne. Et donc tu es un migrant économique puisque tu es parti Aussi à vous remonter le moral. à Montréal. Merci. Oui, déjà en 1993, c'était déjà la crise pour les jeunes. Alors j'ai appelé l'ambassade et je suis parti. D'accord, donc tu as vécu à Montréal, tu as vécu probablement plusieurs années, 17 ans je crois là-bas. 17 ans, oui. Et là-bas, une forme de déclic est arrivé avec les crises qui se passaient dans le sud de l'Italie. Non, j'avais vu beaucoup d'injustices sociales et au niveau de l'immigration au Canada et aux États-Unis, quoi qu'on puisse en dire. Et j'ai décidé de revenir en Europe, j'en avais marre, quoi. En plus, tout était basé sur l'argent, l'amitié, les relations hommes-femmes, les relations même de famille. J'ai eu un trop-plein d'Amérique du Nord et je suis revenu. Et quand je suis revenu, j'ai été surpris de voir ce qui se passait au large de l'île de Lampedusa, donc le premier territoire européen au nord de la Libye et de la Tunisie, et notamment les refoulements illégaux que le gouvernement Berlusconi perpétrait à l'égard des subsahariens qui venaient s'échouer sur ses côtes. Alors, il y a eu plusieurs vagues de migrants à ce moment-là. D'abord, il y avait les Tunisiens. Suite au printemps arabe, et il y a eu ensuite, ou déjà avant, il y avait les migrants qui venaient de Libye. Ça s'est fait même d'ailleurs, ça s'est fait bizarrement parce qu'il y a eu d'abord les migrants qui ont été bien déconnectés des subsahariens, et je sais pour l'avoir vu de mes yeux vus que le gouvernement en place sur l'île de Lampedusa, le gouvernement italien, avait vraiment séparé les Tunisiens des subsahariens, et ça s'est fait en 2 temps vraiment. Alors est-ce que ça a été manipulé? Certains le disent, mais j'en ai pas les preuves. D'accord. Alors donc tu vis à Lampedusa, donc on va dire que c'est au début de l'année 2011. Oui, c'est ça. Tu t'installes là-bas, tu commences à faire le tour de l'île, c'est ça, en kayak? J'ai fait le tour de l'île en kayak pour dénoncer ces refoulements-là en novembre 2010. Donc j'étais déjà arrivé en novembre 2010. Okay. Le temps de faire un montage d'une petite vidéo, etc. Le printemps arabe arrivait et par voie de conséquence, j'ai vu tous ces gens-là débarquer sur l'île. Donc du coup, là, tu t'es retrouvé enrôlé ou tu t'es peut-être porté volontaire pour être humanitaire. Tu as aidé les gens à gérer la crise. Alors soit on s'enfermait chez soi comme la plupart des Lampédusains qui cachaient même leurs femmes et leurs filles de peur des Tunisiens, soit on descendait dans la rue et on les aidait, quoi, comme on fait à Calais par exemple. Et c'est ce que j'ai fait par voie de conséquence. J'ai mis le doigt dans l'engrenage, je suis devenu humanitaire, j'ai travaillé avec la presse internationale parce qu'on s'échangeait des informations. Il était très dur à Lampedusa d'avoir de l'information, venant des médias italiens notamment. Et donc la presse internationale, sachant que je connaissais plusieurs langues, m'a engagé un petit peu pour être le local fixeur, mais en même temps on s'échangeait beaucoup d'informations. Et aussi comme j'avais fait à Miami avec certaines ONG italiennes de défense de droits humains, j'ai envoyé également toutes les semaines des rapports par leur intermédiaire au Haut Commissariat aux réfugiés qui était à Rome, et puis également aux eurodéputés avec qui ils avaient des contacts. D'accord. Et donc là, ça t'a permis d'avoir une vue à la fois très proche, très locale, et en même temps une vue d'ensemble de la situation. Ça permet aussi d'avoir une vue tactique ou une vue de haut politique finalement de la situation, tout en étant au cœur et en contact avec des gens qui arrivaient tous les jours, quelquefois avec des bateaux qui chaviraient. Donc ça aussi, c'est des crises auxquelles tu as dû assister. Une horreur, parce que les Tunisiens qui arrivaient ne racontaient pas ce qui s'était passé en mer. Ils le disaient à moi parce que j'étais le seul francophone sur l'île, et puis ils le disaient en pleurant, des histoires horribles comme un type qui s'est fait poignarder sur un bateau, et le bateau a chaviré, il y avait 47 personnes, sur les 47 personnes il y a eu 5 survivants, et l'incident s'est produit vers 11h du soir, et le lendemain vers 6-7h du matin il y avait 2 jeunes qui s'étaient accrochés à des débris, qui coulaient corps et âme parce qu'ils étaient en état de choc, parce qu'ils commençaient à déblatérer, à divaguer, et ce ne sont que les 3 ou 4 autres qui ont survécu qui ont pu raconter l'histoire après, quoi. Et quand ils l'ont raconté en pleurant. Il y avait des périodes émotives extraordinaires, incroyablement dures même à vivre. Mais alors, ça a dû créer chez vous une émotion assez vive. Qu'est-ce que vous avez fait à partir de ça? Eh bien, après avoir fait ce travail, je me suis posé des questions, également après avoir été perquisitionné par les 5 corps de police italiens, dont la police politique italienne. Je ne savais pas qu'il y en avait une, la Digos. Il m'avait pris pour un espion français, croyez-le ou non, c'est comme ça. Et après tout ça, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'un homme seul peut faire ?
Alors, comme je vous ai dit, sans me prendre pour un mégalomane, mais avec les moyens que j'avais, je me suis dit, bon, j'ai commencé avec le kayak, je vais continuer avec le kayak. Et je suis donc parti avec un voilier, avec le kayak sur le voilier en Tunisie. Et de la Tunisie, j'ai cherché un bateau suiveur qui pouvait m'accompagner pour faire une traversée jusqu'à Lampedusa. Donc j'ai fait Tunisie-Lampedusa, le même voyage que les migrants. Et vous avez médiatisé tout ce voyage ? Alors j'ai essayé de le médiatiser. Bon, effectivement, j'étais pas connu, mais je m'y attendais. Donc il y a eu très peu de médiatisation pour le voyage. Mais au fur et à mesure, je progressais parce que le but était d'arriver à Bruxelles, au Parlement européen, et de dire aux eurodéputés ce que j'avais vécu et vu. Eh bien, au fur et à mesure de ces 3 ans, puisque le voyage a duré 3 ans, eh bien, je me suis arrêté pour parler avec les journalistes, les associations, les politiques, les sensibiliser, rencontrer les migrants qui étaient dans les centres d'accueil ou de rétention, et également, des fois même clandestinement, rentrer dans les centres à l'insu des autorités pour voir véritablement dans quelle situation ils vivaient. Des conditions atroces qui sont proches des stalags de la Deuxième Guerre mondiale, sans rigoler. Comme on peut en voir aujourd'hui à la frontière franco-macédonienne, quoi. Alors donc ça m'a permis d'avoir un éventail... Enfin, italo-macédonienne plutôt, non grec et macédoine. Idoménie, c'est à la frontière de la Grèce et de la Macédoine. D'accord. Et donc, en voyant toutes ces situations-là, vous avez pu, j'imagine, décrire le cas de ces migrants à des eurodéputés et avoir une réception. Alors, quelle était la réception ? J'imagine assez variée, puisque tous les politiques ne pensent pas de la même manière, mais comment ils ont reçu ça ? Alors au début, on vous reçoit en vous disant c'est bien ce que vous avez fait, continuez, une belle tape dans le dos, c'est bien. J'ai dit oui, c'est bien, mais on fait quoi maintenant ? J'ai posé la question. Ah faut vous faire soutenir par des associations, monsieur Alexandre, hein, vous savez. Ah, j'ai dit d'accord, donc vous ferez rien. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous alors là, je me suis dit bon alors. Là, j'arrive dans une autre aventure. Là. Qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête en ayant fait mon petit tour de kayak et puis tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais je me suis dit non. Alors je me suis dit, il y a certainement quelque chose d'autre à faire. Et je me suis dit, tout seul, on n'y arrivera pas. Le pouvoir politique tout seul, les eurodéputés tout seuls, on n'y arrivera pas. Les associations toutes seules, elles n'y arriveront pas. Même les religieux n'y arriveront pas. Qu'est-ce que je me suis dit ? Il serait bien de mettre ces 3 pouvoirs ensemble et pointer du doigt le Conseil européen. Parce qu'après 10 mois au Parlement européen, à taper à la porte de tous les eurodéputés qui ont bien voulu me soutenir pour aller voir le pape, puisque le but c'était aussi d'aller voir le pape, pour lui demander son soutien, effectivement, je me suis rendu compte que les eurodéputés, ils étaient plutôt d'accord pour changer les choses. Mais vous savez ce que c'est ? La ligne du parti, le fait qu'on ne veut pas dénoncer tel collègue eurodéputé qui trempe dans la mafia en Italie, etc. Mais là, c'était quoi la question que vous faisiez ? Enfin, vous veniez avec quelle proposition ? Alors, vous veniez avec une proposition ou vous disiez il faut faire quelque chose ? Je venais avec une proposition, former un collectif humaniste, des gens de la politique, des gens du monde associatif, des gens du monde religieux, ça c'est important, qui donnerait donc un bel éventail de la société dans son ensemble. Et à ce moment-là, ce qu'on demanderait au Conseil européen, formé des chefs d'État de l'Europe, c'est qu'une politique migratoire commune soit prise en Europe, une politique migratoire qui permette une meilleure gestion des flux migratoires, que les gens qu'on doit recevoir puissent être reçus avec dignité et humanité, mais également un meilleur contrôle de nos fonds publics européens. Ça, c'est très important. Oui, mais alors une politique européenne migratoire, ça c'est, on a un gros problème, on sait depuis un certain temps avec l'Europe. C'est impossible d'harmoniser une politique commune. Donc comment vous pensez arriver à ça ? C'est ce qu'on croit. Vous savez, il y a une chose que je me suis rendu compte. Quand on a voulu créer un organisme pour gérer l'agriculture en Europe, on y est arrivé. Pourtant, il y avait beaucoup de pays. Quand on a voulu s'occuper de la Grèce, on y est arrivé également. Or, je peux vous dire qu'au niveau des pouvoirs politiques en place, il y a véritablement 3 nations en Europe qui ont un pouvoir. La France, l'Allemagne et l'Angleterre. Ce sont eux qui décident. Après, les autres suivent avec des pressions diplomatiques ou financières, mais ils suivent. On peut voir par exemple le cas de la Pologne qui était contre le fait de recevoir des immigrés. Tout d'un coup, il y a eu une réunion, la Pologne a reçu de l'argent, et tout d'un coup, ils ont reçu des immigrés. Vous vous rendez compte ? C'est comme ça véritablement que ça se passe. Il y a des lois. Actuellement, il y a la loi de Dublin 3 qui dit que chaque pays est souverain, chaque pays doit s'occuper de son immigration. Mais il suffirait que les pays dominants se mettent d'accord, que ce traité-là sera balayé du revers de la main. C'est pas très compliqué, vous savez. Une sorte de Dublin 4, mais spécifiquement européen, quoi. Si vous voulez, mais j'aime pas trop faire la comparaison. D'accord. Et alors, vous en êtes où de cette démarche-là ? Parce que maintenant, j'imagine que vous avez mis en place des choses. Non, une question avant de passer à ce point-là. Vous parlez du travail des associations, des politiques à travers les eurodéputés et des religions. Pourquoi les religions ? Parce que vous savez que la religion, on compare souvent la religion à la politique. Et il y a autant de sympathisants chez les partis politiques que
dans le monde religieux. Attends, 30 secondes. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire un tour derrière un peu pour voir? D'accord, excusez-moi. Donc il y a beaucoup de gens dans les partis politiques, mais il y en a presque autant, sinon peut-être pas plus, mais en tout cas presque autant dans les religions. Donc il faut essayer de fédérer les forces. Il y a la force politique, il y a les forces associatives, on peut s'en rendre compte ici. Mais il y a également beaucoup de gens qui sont dans la religion qui se disent mais pourquoi tout cela arrive? Pourquoi il y a des gens qui meurent en mer? Parce que ce sont des moteurs, c'est une force motrice en fait, c'est ça? C'est ça. D'accord. Parce qu'on montrera de ce fait au Conseil européen, aux gens qui sont les présidents, nos présidents qu'on a élus, que c'est la société dans son ensemble, pas uniquement que les politicards ou les religieux qui demandent, mais que c'est l'ensemble de la société, associative, religieuse et politique, qui demande un changement concret et relativement rapide. D'accord. Voilà. Donc maintenant que vous avez mis en place ce projet, ce programme, où vous en êtes? Alors où j'en suis, on a reçu au Parlement européen l'appui écrit de 11 eurodéputés de 5 pays et de différents partis politiques. Sur les 7 partis au Parlement européen, il y en a 5 qui ont pris position, qui ont donné donc leur appui. 5 pays donc parmi ceux qui sont en première ligne, donc l'Italie, Malte, l'Espagne, la Grèce pas encore, mais la France et la Belgique entre autres. Maintenant on veut retourner. La France est pour une politique européenne migratoire. Les eurodéputés français qui ont pris position, et là faut encore séparer, vous savez c'est un panier de crabes le Parlement européen. Donc il y a des gens au Parlement européen, des eurodéputés français, notamment Madame Michèle Rivasi des Verts, il y a Madame Sylvie Guillaume qui est vice-présidente au Parlement européen entre autres, une ancienne députée PS française. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a d'autres qui ne me viennent pas en tête, mais il y en a 11 en tout. D'accord. Ils ont déjà pris position par écrit, dont également Madame Cécile Kyenge, qui était l'ancienne ministre pour l'intégration en Italie, donc qui est elle-même congolaise d'origine. Ça a été même une ancienne sans-papier avant de devenir politique. C'est pour vous dire. Il y a ces gens-là qui nous soutiennent. Et on a eu également dernièrement, au mois d'octobre dernier, l'appui du pape. Donc le pape également s'est engagé à écrire une lettre au Conseil européen pour demander qu'une politique migratoire commune soit prise d'urgence en Europe. Voilà. Donc on essaie de réunir. Maintenant, il faut qu'on aille voir d'autres politiciens, d'autres associations et également d'autres dignitaires religieux, les musulmans, les juifs, les chrétiens orthodoxes, puisque le commissaire à l'immigration au Parlement européen, c'est monsieur Avramopoulos, un grec, ancien maire d'Athènes, ancien ministre de la Défense grecque. Voilà. En fait, c'est une sorte de HCR européenne, de haut commissariat aux réfugiés, mais un haut commissariat européen en fait. C'est une sorte de... Non? Vous voulez dire pour gérer l'immigration? Oui. Non, il faudrait que ce soit la Commission européenne qui gère cette immigration, puisque c'est elle qui donne les fonds publics de toute façon. Actuellement, les pays demandent des sous, mais en même temps, ils disent « Ah, mais c'est à nous de gérer notre immigration. Parce qu'il y a la fameuse souveraineté, on s'entend là-dessus. Sauf que les sous, ils sont gérés comment? Eh bien, ils sont drôlement mal gérés. Par exemple, en décembre 2014, il y a eu un scandale énorme qui a éclaté en Italie. Ça s'appelle la mafia capitale. Pourquoi mafia capitale? Parce que les Italiens se sont rendus compte qu'à Rome, il y avait une mafia. Mafia non seulement organisée par des hommes d'affaires corrompus et d'anciens mafieux. Ils auraient dû me poser la question, j'aurais dit. Mais à l'époque, personne ne se doutait que c'était même au niveau de l'ancien maire de Rome, Monsieur Alemanno. Et on a réussi à prouver, ça a été jugé dernièrement, que Monsieur Alemanno, l'ancien maire de Rome, qui avait des tendances un peu d'extrême droite, était parti avec des valises entières de nos fonds publics européens en Argentine pour les déposer dans les banques de sa famille là-bas. Vous vous rendez compte? Et ces sous, ils étaient destinés à quoi? Entre autres, à la gestion des centres de rétention qu'on donne en appel d'offres à des compagnies privées. Et des compagnies privées qui sont les amis de qui? Des fameux politiciens qui sont en place. D'accord. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais quand vous pouvez vous imaginer que le plus grand centre de rétention en Italie a reçu en 2013 50 millions d'euros à raison, à raison de 35 € par jour par personne pour une population d'un peu moins de 4000 habitants au centre de rétention. Vous imaginez, il y a 32-34 centres de rétention et d'accueil en Italie. Ouais, c'est énorme. Et imaginez-vous à un niveau européen. Il y a des experts en immigration français qui ont publié des bouquins qui parlent de centaines de millions d'euros qui partent en pure perte, détournés de toutes les façons possibles et inimaginables dans toute l'Europe. Et nous, on pleure parce qu'on a nos écoles qui sont dans un état déplorable, nos services sociaux, les hôpitaux. Et cet argent, il va où? Il va entre autres dans la poche des mafieux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça, il faut le dénoncer. Et quand j'essaie de le dénoncer au Parlement européen, il y en a eu sur une trentaine d'eurodéputés que j'ai réussi à rencontrer, il n'y en a malheureusement que un qui véritablement dénonce encore
ce genre de choses. Donc l'objectif, c'est que cet argent soit mieux contrôlé et réaffecté en fait à la gestion de la migration en Europe. Je peux vous dire exactement qu'après 6 ans d'enquête, aujourd'hui, on pleure parce qu'on a reçu 1 million de réfugiés. Mais je peux vous dire que si ces fonds publics étaient gérés de façon... Pardon. Non, un peu plus. Oh, ouais, un peu plus, mais disons... Enfin, l'Europe a reçu plus qu'1 million. Oui. Oui. Et l'Allemagne, autour de 1,2 million. Oui, mais enfin bon, parlons d'1 million pour pas trop effrayer les gens. Mais je peux vous dire une chose que... avec l'argent qui est dépensé actuellement, on pourrait même recevoir le double. Ouais. Et ça, bien géré, non seulement on n'aurait pas de perte d'argent, mais en plus on ferait des économies. Or ça, les politiciens ne veulent pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que si rien ne change, c'est parce que tout le monde y gagne. D'accord. Bon, bah, je vais vous laisser avec cette accusation. Moi. Je vous remercie. Donc, nous repartons en AG et avec les... Merci Alexandre déjà. De rien. Et donc nous repartons en AG tout de suite. Merci à vous.